Salut les lutins. Et encore salut Jérémy. Salut Cathy. Toujours fidèle au poste. Bah oui hein. Après un été long mais sympathique. Bon, il a pas été plus long que les autres, il a duré 2 mois. C'est bon, c'est en vieillissant que je dois pas avoir la même chose. Hein, t'as trouvé ça long parce que t'étais en vacances et tu t'es ennuyé. Oh non, ça risque pas. Ça risque pas. Alors, fin d'été. Arrivée de nouveautés. Mais quelques nouveautés encore. Ça y est, cette semaine. Là, on avait amorcé déjà la semaine dernière. Et puis ça continue. Donc, allez, on part chez les petits comme on fait d'habitude. On part en terre d'ocre. Donc, ouais. Vous connaissiez la collection Ma Première Aventure. Et chez Gameflow. Vous connaissez celui-là qui a eu l'As d'or l'an dernier pour les enfants, le Puzzle Aventure, la quête du dragon. Donc, sur le deuxième opus de leur livre d'aventure, et ils ont sorti le deuxième Puzzle Aventure. Donc, mon Puzzle Aventure, Terre Ocre. Donc, toujours le même principe. On va construire un puzzle, pièces. Voilà, on va construire un puzzle, on choisit un personnage et on va du coup ranger le puzzle pièce par pièce avec une petite mécanique de cherche-et-trouve pour essayer de résoudre les problèmes et vivre l'aventure pour chaque personnage. On va chercher un petit singe avec le petit personnage Isa qui fait partie des 3 petits personnages qui étaient dans le livre aventure. Okay. Et c'est un puzzle qui est noté pour entre 5 et 10 ans, mais on y prend aussi du plaisir à le faire avec les enfants, très largement. De toute façon, 5 ans, comme il y a du texte, ça sera forcément en lecture accompagnée. Ouais. Voilà. Et après, c'est une collection qui est vraiment très chouette. Et c'est une belle idée de l'avoir transposé. C'est un peu à la mode, entre guillemets. De transposer des jeux en puzzle. Oui, ça, on va en voir arriver. No spoil, mais oui, il y en a quelques-uns en précommande sur le site déjà. Ouais. Donc, c'est une belle idée qu'ont eu Antonin Bocara et Romaric Gallonnier de transformer ce livre aventure en puzzle. Donc, voilà, deuxième puzzle de la collection. L'illustrateur, on a dit. Ouais. Il est noté en bas, j'ai pas. C'est Thibaut Graibert. C'est un cas. Et au Torah, il y a Mathilde Malbouret, Fabrice Lamouille, Antonin Bocara et Romaric Gallonnier. Voilà. Parce qu'on crédite aussi évidemment les auteurs et les illustrateurs du livre de base. Évidemment. Normal. Voilà. Allez, un jeu qu'on aurait bien aimé avoir durant l'été. Pour les soirées apéro, mais voilà, qui devrait arriver normalement aujourd'hui. Voilà. Ouais, tout le temps. Alors comme son nom l'indique, ce n'est pas un jeu Disney ni avec des écureuils. C'est un jeu, j'ai regardé, en fait, qui est sorti en 2016 et qui n'arrive que seulement en localisation en France maintenant. Peut-être qu'il y a eu une localisation déjà, mais on ne l'avait pas vu. Donc là, c'est Origame qui prend la localisation. C'est un petit jeu de dextérité, d'adresse. Hop, et donc on va monter un verre de cocktail un peu instable. Non, vous n'avez pas trop bu, ça bouge bien. Et puis, c'est un petit jeu d'adresse sans prétention. Des petites cartes à tirer avec, sur les cartes, on a les couleurs. Et l'idée... Ah non, les cartes, c'est les conditions de pause si on veut augmenter la difficulté. Voilà, l'idée c'est de, quand on prend, là j'ai rouge et orange, donc il faut que je mette à la fois sur le rouge et sur le orange, et puis hop, on va empiler comme ça jusqu'à ce que ça touche le fond, j'ai un doute. Il faut que ça soit décalé. Je sais pas. Je sais plus. Si, le blanc, là tu as du blanc, donc ça doit... Hop, voilà. Et donc le but étant de poser sans que ça fasse tout badaboum, voilà. Rigolo, efficace. On l'a laissé sur la table un peu cet été. Évidemment, ça fait de l'effet et c'est rigolo parce qu'on comprend tout de suite ce qu'il faut faire. Et puis le petit sac est plutôt bien pratique. Voilà, ça c'était le petit jeu qu'on attendait pour l'été qui arrive en cette rentrée, mais qui restera le petit jeu de la rentrée. Rigolo, je pense, de toutes les soirées. Pareil, un jeu qui date aussi un petit peu, mais qu'on avait oublié, pas présenté. C'est Quando. On n'a pas dit qui c'était, Stick et Stack.
C'est Brass Ross et c'est Jim Winslow. Et au design, c'est une société, c'est Forest Prudzam Creative. Tout ça, eh ben, c'est parfait. Ouais. Merci, chère assistante. Alors, Quando. Là, c'est Rainer Staub. Voilà. Rainer Staub, on vend... Et Yannick Walter. Il a déjà édité beaucoup de jeux. Hein. C'est un gentil auteur allemand. Je ne sais pas s'il est gentil d'ailleurs. Et surtout, on va en reparler encore. Je vais spoiler toute la rentrée. On va en reparler bientôt, puisqu'on va reparler d'un de ces grands jeux qui est la Havane, qui va ressortir. Réédité par Ighiari. Alors, aux illustrations, j'ai un Oliver Frederench et Sandra Frederench. Yeah. C'est un petit jeu taquin dans la même lignée que les classiques 6 qui prend et autres. Petit jeu de défausse, donc on va avoir une collection de cartes. Les cartes sont recto verso, comme vous pouvez le voir. Voilà. Le but, c'est à la fin d'une manche d'avoir le moins de points en main. Les points sont faciles à calculer. On va faire la somme des cartes que l'on a en main. Donc, à chacun de notre tours, soit on défausse une petite suite de 3 chiffres, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Soit on défausse des cartes de valeur identique, donc une paire, un brelan, un carré, un quintet si vous avez de la chance. Et à chaque fois on repioche, sachant que si on pose un brelan, on annonce un tourne 0, donc si des petits malins avaient gardé des zéros dans leurs mains pour essayer de faire le moins de points possible à la manche, et ben ils doivent retourner un de leurs zéros. Là c'est moche, sachant que voilà, toutes les cartes sont différentes, vous voyez là j'ai un 0, 10, derrière le 0 on peut avoir un 1, c'est toujours la surprise, et si on n'a pas de 0 on repioche. Donc on va tourner comme ça jusqu'à ce qu'un des joueurs estime avoir, au vu de sa main, au vu du nombre des cartes qu'ont les autres, estime avoir la main la plus faible de la table. Il tapote 2 fois, ça devient le tapoteur. Voilà, les autres ont le choix de passer ou de refaire un tour, et puis une fois qu'on a fini et qu'on revient au tapoteur, on compte les points. Si le tapoteur effectivement a le moins de points, il marque 0 points. S'il y a quelqu'un qui fait moins de points que le tapoteur marquera sa valeur en points plus un malus de plus 5. Et on va jouer comme ça jusqu'à 50 points. Et à 50 points, on comptera qui a le moins de points. Et c'est celui-là qui gagnera. Voilà, ça marche très bien à 2. Les rigolades sont là. Et jusqu'à 6, du coup. Voilà, c'est toujours rigolo de voir les gens dire, ah non, mais là je suis sûr que je tapote et que je... Eh ben non. Et c'est là que les rires se déclenchent parce que je ne vise personne, mais voilà, c'est très rigolo. Ouais, ce qui m'impressionne toujours, c'est le nombre de jeux qu'on arrive à faire avec cette juste mécanique de cartes et de défausse. Voilà, chiffres, ouais. Et de créer des petits moments d'émulation et de folie là-dessus. Ouais. Donc voilà, on l'avait loupé, on avait oublié de vous le présenter. Il est sorti depuis des mois, mais voilà, il est à la boutique. Voilà. Et je le propose avec plaisir. Oui. On va rester dans une collection de petits jeux. Voilà, une nouvelle gamme. C'est la gamme qui s'appelle Feu Follet chez Ghost Dog. Alors Ghost Dog, c'est une petite société française aussi qui existe depuis longtemps, qui fait pas beaucoup de bruit, mais qui sort des jeux que vous appréciez. C'est normal, le chien fantôme, il fait pas de bruit. Myriade, par exemple, qu'on avait proposé au Festival de Saint-Père, Marc en Poulet, au mois de mai, là, et qui tourne à chaque fois, chaque année, on le ressort et il tourne toujours très très bien et très apprécié. Puis Motu, un petit jeu solo qui est plutôt très chouette. Plusieurs, mais de placement, construire nos îles. Donc voilà. Donc ils sortent une petite gamme à 10 €. Donc je pense que ça va être les best-sellers pour les goûters d'anniversaire de nos petites têtes blondes. On reconnaîtra ou on ne reconnaîtra pas la patte de Maxime Morin aux illustrations, hein, monsieur Codex Naturalis, notamment, Petit Peuple. Et les jeux, par contre, n'ont rien à voir les uns avec les autres, parce que c'est 3 auteurs complètement différents. Donc c'est vraiment la gamme de petits jeux, quoi. C'est ça. Et ben le Sherlock, c'est un petit jeu d'enquête. En fait, vous allez avoir plein de caractéristiques, donc la couleur des yeux, la taille, une heure avec une pendule, etc. Donc pour chaque paquet de cartes, on va écarter une carte face cachée. Et ensuite, c'est un petit jeu de mémo. On va mélanger le reste des cartes, on va distribuer sur tous les joueurs. On a 15 secondes pour mémoriser les cartes que l'on a en main.
On passe au suivant, du coup on récupère le paquet de notre voisin, on a encore 15 secondes et donc le premier qui prend le risque de dire ah bah c'est bon je sais toute la chronologie du crime qui s'en est occupé etc. Bah il tente, s'il gagne bah il gagne un point, s'il perd il est éliminé, les autres continuent de jouer et ça se joue en 3 manches gagnantes. Ouais, c'est super rapide, c'est un petit jeu de déduction, de discrimination visuelle, de se rappeler il y avait ça, donc il manque celui-là. Un jeu pas du tout fait pour moi. Donc voilà, ça c'est un petit jeu de déduction. Celui-là c'est Frédéric Morat. Ok. Voilà, ensuite on a Yellow Brick Road de Samuel Sinninger. Donc celui-là ne se joue qu'à 2. Voilà, c'est un petit jeu de placement. Voilà. On va devoir faire un tableau de 9 cartes sous contrainte de pause, puisque à chaque début de tour, mon adversaire va m'indiquer une ligne, une colonne où je ne peux pas construire. Et donc on a virtuellement un tableau de 3 par 3 et à chaque tour, l'adversaire va dire tu joueras pas soit dans cette ligne, soit dans cette colonne, et à moi de placer au mieux ma carte. Le placement est très important puisque à la fin de la partie, je vais gagner des points. Ma carte me rapporte autant de points que le nombre de routes que j'arrive à lui faire faire. Donc, par exemple, ces 2 cartes-là valent 2 points chacune. Donc, on peut vite monter en points si on arrive à faire une route assez correcte. Sachant que les cartes sont toutes très différentes et sont toutes très difficiles à poser. C'est ça aussi qui fait le plaisir du jeu. Voilà. Petit jeu à 2. Efficace. Et le dernier, c'est un Bruno Feiduti. C'est Migo. Donc là, on est sur un petit jeu de collection. Migo, c'est le nom népalais du Yeti. Des alpinistes. Ah non, du Yeti. Et du coup, nous sommes des Yetis, nous mangeons des alpinistes et nous récupérons leurs équipements pour décorer notre caverne. Youpi. Voilà, donc la partie va se jouer en 3 manches. On a la première manche, on fait des cordées, donc on va poser des cartes, alors je vais pas, on va poser des cartes dans ce sens-là. La deuxième, c'est le tourisme de masse, donc on va mettre une autre façon de poser. Et la troisième, c'est une pyramide inversée. Et à chaque tour, du coup, je vais choisir une carte disponible qui m'intéresse et je l'ajoute à ma collection. Sachant que voilà, les piolets, les petites pièces d'équipement rapportent 1 point et celui qui est majoritaire en fin de partie rapporte un bonus. Les bonnets, c'est 2 points. Les petites gourdes nous permettent de rejouer un tour. J'ai pas de petites gourdes là, mais il y a des petites gourdes. Et il y a nos amis les Sherpas. Les Sherpas, ils sont sympas. Ils nous indiquent où sont les randonneurs. Donc, du coup, quand on prend un Sherpa, on a le choix de pouvoir après retourner une carte si c'est plus intéressant pour notre collection d'avoir. Puisque sur la carte, vous voyez l'information de ce qu'il y a au dos de la carte. Hop, exemple. Tadam! Waouh! Voilà. Et voilà, donc et on va compter les points sur les 3 manches et c'est celui qui fait le plus de points. C'est vite compris, c'est vite joué, c'est vraiment une petite collection plutôt agréable, plutôt sympathique. Voilà, donc ça prend pas de place, c'est pas très cher. Ghost Dog. Ghost Dog. C'est Ghost Get Gum. On va mettre un peu plus de... Un petit peu plus de folie. Ouais, on va aller au Casino Barrière à Saint-Malo. Ok. Je sais pas si le Casino Barrière est très foufou. Non, mais ils ont du blackjack. Sûrement. Donc là, c'est pas le blackjack, c'est le radjack. Donc là, on est chez Studio H. Un jeu de Maxime Mercier et Mathieu Kahn. Et Zaël aux illustrations. C'est écrit tout en bas en fait. C'est écrit derrière aussi. Mais je l'ai trouvé. Et Zaël est écrit. Okay. Donc on a des super jetons de poker. Donc c'est un jeu, comme son nom l'indique, de blackjack, sauf que c'est pas en 21, c'est en 25 points. Donc on a des super jolies cartes avec des dorures, des rats. Donc on mélange en début de partie 2 paquets de cartes. Vous avez 2 autres paquets avec des combinaisons et des cartes qui apportent des pouvoirs différents. Donc c'est plutôt pas mal en termes de rejouabilité. Et le but, c'est... pareil, c'est en 3 manches gagnantes. On va avoir le choix, quand on a toujours 2 cartes en main, on va avoir le choix de les jouer soit face cachée, soit face visible. On va appliquer, quand on joue les cartes face visible, les pouvoirs de nos petits personnages. Et on va aller essayer d'embêter l'adversaire, de bluffer l'adversaire, puisque j'ai une carte qui me fait passer à 25 et hop, je la retourne, puisque une carte qui est face cachée, si je défausse une carte de la jouer, je retourne une de mes cartes face cachée devant moi face visible. Donc le but, c'est soit de faire un 25 points, soit d'être le dernier en lice.
sachant que quand on élimine des joueurs, on gagne des points aussi. Donc à 4, en une manche, ça peut se faire. Soit si la pile de cartes est vide, c'est le plus proche de 25 qui gagnera. Voilà. C'est très simple à expliquer, mais c'est très efficace. C'est des parties rapides et on a envie d'y rejouer. Moi qui déteste les jeux chafouins et méchants... Celui-là, il passe. Bah ouais. Oui, parce que en fait, c'est des petites combinaisons rapides. Il y a de la réflexion sur comment, vraiment de la stratégie sur ce que je vais jouer. Et puis tu peux essayer de bluffer, de contre-bluffer l'adversaire. Selon les petits jetons qu'il y a là, le jeton x2, il peut faire très très mal. C'est suffisamment tactique pour moi, en fait, pour que le côté méchant, je t'attaque, passe en dessous et je me dis, bon, allez, j'y vais. C'est pas grave, je suis là pour ça. Donc vraiment, pour moi, une belle surprise parce que je m'attendais pas à pouvoir aimer ce genre de jeu et chouette. Et complètement bluffé par la réalisation. Ils ont voulu en faire un Studio H, toujours un très joli jeu chic de blackjack. Ouais, et c'est vraiment très bien réussi. Voilà, on a des petites bestioles rigolotes, c'est rigolo. Oui. Hop. On reste toujours sur du jeu de cartes, il y en a pas de jeu de plateau dans du jeu semaine. Très sympa aussi. Donc on est sur Inheritors, un jeu de Jeffrey CCH et de Kenneth YWN. Et aux illustrations, étonnamment, on va retrouver Roxy Die et Kodao. Parce que quand même, ce Jeffrey CCH et ce Roxy Die, c'est quand même un duo dont on a beaucoup parlé l'année dernière et dont on continue à parler, évidemment, puisque ce sont les auteurs et illustratrices de Ella et l'éclat de la montagne. Alors là, c'est un petit jeu de combinaison de cartes, de collection. Voilà, le roi est mort et il n'a pas laissé d'héritier, donc il va falloir qu'on essaye de faire le plus de points, qu'on gagne les plus de points de vertu et qu'on s'affilie les clans autonomes pour pouvoir devenir l'héritier du roi. Donc c'est des petits, donc on a les illustrations sont vraiment chouettes, les couleurs elles ont un peu de peps. Et ces animaux anthropomorphes, ils sont vraiment trop choupis. Donc on va avoir des cartes à jouer comme ça avec des valeurs. Donc à mon tour de jeu, j'ai le choix entre 5-6 actions disponibles. Très bien expliqué sur l'aide de jeu. Il y a toujours quelque chose à faire. Hop. Et donc soit je joue une carte sachant qu'il faut que je fasse des suites de 1 à 6 posées dans l'ordre, soit je vais me défausser des cartes pour en repiocher. On va avoir un marché commun, donc je peux me défausser d'une carte pour récupérer d'autres cartes du marché, selon les collections qui m'intéressent. Il y a des petits personnages qui font faire des petits coups fourrés aussi, voilà. Et on va jouer comme ça jusqu'à y a des quêtes à débloquer qui vont nous donner des points de victoire en fin de partie. On va jouer comme ça jusqu'à ce que soit toutes les quêtes soient prises, soit jusqu'à ce que la défausse soit vide, ce qui peut arriver très rapidement. Et on va tout simplement compter les points. Donc les quêtes nous rapportent 1 point, voire 2 si on les réalise. On va gagner le nombre de points des cartes que l'on a jouées devant nous sur la plus haute valeur. Et c'est celui qui aura le plus de points qui gagnera. Il y a des petits jeux de majorité avec les livres à la fin de partie. Et voilà. Donc c'est tactique, c'est facile à expliquer. Ça se joue plutôt rapidement pour un jeu dit expert. Et voilà. Et c'est chouette. Je vais mettre ma touche personnelle de bémol. T'es moins emballé. Ouais, je reste persuadée que c'est un jeu qui est fait pour 2 joueurs et pas plus. Parce que sinon on s'ennuie. Parce que le plateau, les cartes qu'on va poser vont bouger ce que vont faire les autres joueurs. Donc quand on attend son tour, on peut pas prévoir ses actions parce qu'il va se passer des choses différentes. Comme tous les jeux avec un marché. Mais je l'ai trouvé long. Du coup. Je l'ai trouvé long. Ce qui n'a pas été ton cas. Bah non, la partie d'hier avec Pierre-Adrien à 3, j'ai trouvé que justement que ça se jouait plutôt rapidement parce que t'as tes cartes en main, tu sais déjà à peu près ce que tu vas jouer, et sauf si effectivement t'as des cartes du marché qui t'intéressent, qui tu vois passer, mais comme t'as beaucoup de choix dans ce que t'as à faire, t'as toujours moyen de retomber sur tes pattes et de trouver à faire autre chose. Donc j'ai pas trouvé que c'était très long. C'est un jeu à 2 et pas autre chose. Voilà. C'était donc Inheritors. Avis partagé sur Inheritors. Oui et non, je dis très bien à 2, mais pas plus en ce qui me concerne en tout cas. Voilà.
C'était pas la palette Néoludis qui arrivait dehors, mais on va sans doute la recevoir dans la matinée. Donc il y a Pirate de Maracaibo aussi qui arrive. Donc si vous attendez votre jeu, sûrement il sera là tout à l'heure ou demain matin, sûrement. Et on en parlera la semaine prochaine du coup. Alors on va passer sur 2 jeux un petit peu plus particuliers maintenant, que sont In Extremis et Héroïne. On présente souvent plein de jeux et on se dit mais les auteurs, pourquoi qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un auteur, comment on a créé ça, d'où c'est sorti. Et il y a certains auteurs qui, je vais pas dire vont réfléchir plus que d'autres, c'est n'importe quoi, mais qui utilisent le jeu de société pour faire passer un message. Et ça va être le cas des 2 jeux qu'on va voir là, qui sont donc In Extremis pour commencer. In Extremis, c'est un jeu des éditions Hopla. Hopla, on connaît déjà bien, c'était Cosmopolite, c'est Naiko cette année. Il y a toujours une volonté de faire passer un message derrière. Le jeu engagé. Voilà, ce qu'on appelle le jeu engagé en effet. Là, c'est Juan Rodriguez et Julien Proter qui sont à l'autorat. La petite histoire, c'est qu'en fait, Juan partait dans un spectacle sur la transition énergétique. Donc, il imagine qu'il n'était pas là pour rien non plus, et qui, en regardant cette espèce de spectacle, opéra sur la transition énergétique, il a eu l'idée d'en faire un jeu de société. Et donc il en a discuté avec les créateurs et les créatrices du spectacle, et de tout ça, et avec Julien est né In Extremis. Ça nécessite une application. Voilà, donc c'est un jeu coopératif. C'est un jeu, si vous chargez l'application, il y a une petite musique. Et la musique que vous écouterez, c'est la musique, c'est l'opéra qui a été créé pour le spectacle. On vous mettra le lien dans la timeline après de ce petit, vers le lien vers cet opéra et ce spectacle, parce que c'est quelque chose qui tourne, c'est quelque chose que c'est une communauté de communes dans l'Indre, je crois, qui a imaginé tout ça, et on peut du coup aller faire tourner ce spectacle, c'est l'idée. Donc si vous voulez en parler à la commune autour de chez vous, c'est une bonne idée pour faire venir ce spectacle-là. C'est toujours des spectacles qui sont intéressants parce que c'est pas ce qu'on appelle justement de l'écologie punitive aussi. C'est pas l'idée de vous dire faites pas ci, faites pas ça, c'est mal, mais de montrer les choses de façon poétique, théâtrale et via le jeu de société. Voilà, allez. Donc, on va mettre... je laisse. Non, mais c'est très bien. Je ne savais pas tout ça en plus, donc j'ai appris des choses. Donc, voilà, vous allez avoir des cartes en main. Il va falloir communiquer. L'application va vous donner du coup des petites expériences selon les couleurs que vous allez devoir jouer. Elle va appeler un joueur. Le joueur doit jouer une carte de sa main ou défausser ou passer. Sachant que sur chaque expérience, on a des valeurs. Donc, il faut essayer d'arriver pile poil à la valeur, voire la dépasser. Il y a des petites cartes bonus, les cartes d'énergie carbone qui sont là, qui peuvent être mis à toutes les couleurs, sauf que, voilà, on a un timer, on réalise l'expérience, à la fin de l'expérience, en fait, on a un petit tas de 12 cartes pollution, et pour chaque carte carbone et chaque carte sur les expériences où on a dépassé la valeur, on va mettre ces cartes-là dans la case pollution, et donc on a 12 points de vie entre guillemets, on a le droit à 12 erreurs sur les cartes, alors je parle sur le premier scénario, pour réussir les 3 expériences d'affilée, voilà, et puis il y a quoi, il y a 10, 12, 15 expériences au total, on va augmenter la complexité au fur et à mesure des parties, donc voilà, c'est du dialogue, de la communication, un peu de rapidité. Un petit jeu frénétique, ce qui est... on joue, on fait le truc. Ce qui est important de faire, c'est de lire le livret. Voilà pourquoi la boîte peut paraître grande, mais c'est parce qu'il y a l'important, c'est dans le livret. Vraiment, le jeu, c'est le propos qui est important aussi dans ce jeu. Donc, à chaque fois que vous faites une expérience, vous avez l'explication de ce qu'a voulu transmettre l'auteur. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait? Donc, une fois que vous avez fait votre partie,
vraiment prenez le temps d'aller lire le livret. Qu'est-ce que j'ai fait là? Deuxième expérience, qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est à la fois on peut le faire sans. On peut se dire je fais un petit jeu frénétique et je m'en fiche complètement de la transition énergétique. C'est le respect de l'auteur aussi, d'essayer d'aller voir quels propos ils ont voulu quel porter, message il a voulu transmettre, puisque le jeu est un objet culturel, donc forcément, forcément il y a une transmission de messages, de ressentis, de quelque chose par le biais de ce média. Donc vraiment prenez le temps de lire le livret à chaque partie de jeu que vous après, faites. Mais voilà, que vous vous souveniez de tiens, on avait fait ça, à quoi ça correspondait, etc. Donc ça, c'était In Extremis. Ouais. Et le deuxième, c'est le Héroïne qui était sorti il y a quelques années, en 2019. Donc un petit jeu sur l'invisibilisation des femmes, donc mettre en avant toutes ces femmes. Il y avait plus de 400, je crois. 400 femmes dans le jeu. Via un petit jeu de mime, de je fais deviner en 3 mots, je fais un dessin, etc. C'est de ces jeux très très classiques, mais qui permettaient évidemment, pareil, toujours de porter un propos et de mettre en avant des femmes qui le méritaient, des héroïnes. Et ils ont sorti une extension. La bonne idée, c'est de faire une extension finalement standalone, puisque dans une petite boîte. On peut jouer à Héroïne bretonne sans la boîte. Donc vous allez c'est que des héroïnes de Bretagne. Des grandes héroïnes bretonnes. Vous allez retrouver Nolwenn Leroy, vous allez retrouver Falbala, il y a la fée Anne, la fée Morgane. Ouais, voilà, etc. Et vas-y, c'est ton moment. Vas-y. Bon, c'est pas mon moment. J'ai le plaisir de rencontrer l'une des deux autrices du jeu, Anne Dauquois, lors du festival de Rennes en jeu en février de cette année. Et Anne m'a gentiment demandé si je voulais bien apparaître dans une des cartes du jeu, en tant que dans la série des pionnières, pour la mise en avant du jeu de société, ce que j'avais pu faire en tant que lors de la création du groupement des boutiques ludiques en France, que j'ai porté avec des camarades là pendant 7 ans. Alors, c'est toujours un peu bizarre de se dire qu'est-ce qu'on a à voir avec une Anne de Bretagne et une fée Morgane. Voilà, une fée Morgane. Ou une Nolwenn Leroy. Une Nolwenn Leroy. Mais à un moment, il faut aussi se dire que l'important, c'est aussi de porter un propos, toujours. Et que l'apparition du jeu de société dans un jeu culturel, se dire que le jeu de société, en effet, il est culturel, il est là, il apparaît au même titre que des femmes autrices, des femmes politiques, etc. Le jeu de société fait partie de la société moderne, et en ça, je suis vraiment extrêmement ravie que ça puisse transparaître au travers ce jeu. Donc merci Anne pour cette proposition. Voilà, on va vite terminer parce que c'est l'heure d'ouvrir. Ouais. Donc juste un peu de TCG. On va dire qu'il nous reste... Enfin non, c'est pas qu'il nous reste. On a reçu... C'est qu'on a à nouveau du Star Wars... Unlimited, les ondes de la galaxie. Ouais, donc ça, hop, et que... Il nous reste encore un peu de Disney Lorcana chapitre 1 qu'on a reçu la semaine dernière. Voilà, et le chapitre 5 revient la semaine prochaine. Et puis... Et puis voilà. Et puis youpi, et puis on ouvre parce qu'il y a encore un autre livreur qui attend. Allez. Allez, et à bientôt. Week-end.